Bon, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je vois des figures d'étudiants qui ont très hâte de vous présenter les travaux qu'ils ont développés aujourd'hui. Je vois aussi dans la salle certains intervenants qui ont été justement interpellés tout au cours de la recherche. Donc, on va avoir une belle journée de présentation aujourd'hui. Avant peut-être d'aller un petit peu plus loin, puis de faire un petit 2 minutes d'introduction. J'aimerais ça laisser la parole à Alain Rochon, notre doyen, qui nous a fait l'honneur donc d'assister encore une fois à la plénière. Donc, Alain. Un doyon ou doyen? Comment, une chance que tu ne te présentes pas aujourd'hui. Tu serais recalé. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je suis très, très, très heureux. À chaque année, je me fais un devoir d'assister à vos présentations. Je trouve ça extrêmement stimulant et comme je ne sais pas si vous avez lu le petit mot que j'ai écrit dans Perspecto, mais vous êtes des vecteurs d'espoir, si je peux dire, pour contrer les fake news. On a encore entendu notre cher ami Legault, peut-être notre futur premier ministre, qui parlait du troisième lien encore ce matin, hein, qui disait que ça va améliorer le troisième lien parce qu'il y a moins de monde qui vont entendre poireauter sur les ponts. Hein, ça va améliorer la pollution, enfin, ça va améliorer les conditions environnementales. Alors, ce genre de propos, de pensées magiques, je pense que vous êtes tous là pour les contrer. Et j'ai bien hâte de voir vos présentations. Et je vous félicite d'avance. Je suis fier de vous. Merci beaucoup. Un peu dans la même veine, c'est à croire qu'on s'est parlé parce que c'est justement ce que je voulais apporter. Donc, ce qui fait de plus en plus peur, en fait, j'ai comme l'impression ce temps-ci, c'est que on a des débats qui sont de plus en plus axés sur les opinions et pas tant sur les faits. Et en fait, c'est ce que vous avez probablement réussi à développer aussi au cours de cette année, donc au cours de cet exercice-là, de dire qu'on peut toujours partir avec des a priori, des opinions, mais quand on fait de la recherche, donc avec une approche plus scientifique, on apprend un petit peu à se détacher des opinions pour essayer de lire un petit peu mieux les faits. Et je pense que, en fait, tout ce que vous allez présenter aujourd'hui, c'est bien qu'on a des gens du milieu qui puissent entendre ce que vous avez fait parce que justement, on dépasse l'opinion et on va vraiment creuser au niveau des faits. Et j'ai bien hâte d'entendre en fait le fruit de vos présentations aujourd'hui. Ceci dit, je vous fais peut-être une petite mise en contexte très rapide sur le déroulement de la journée. Donc, on a 20 minutes de prévu pour chacune des équipes. 20 minutes, donc c'est le temps qui va être très serré, mais donc c'est le temps qui est imparti au total pour la présentation et les questions. Donc, essayez de vous en tenir le plus possible à 15 minutes pour la présentation, ce qui nous donnera 5 minutes d'échange avec la salle. Évidemment, Owen, qui était responsable de l'essai laboratoire cette année, va être le guide, en fait, le chien de garde du temps. Et donc, vous n'oubliez pas de jeter un petit œil une fois de temps en temps. Il va vous montrer des petites fiches avec le temps qui reste. Et puis, si votre temps est écoulé, ben là, vous allez voir Owen se lever debout. Et d'habitude, c'est pas bon signe. On ne souhaite pas arriver là. Owen, est-ce que tu veux glisser un petit mot avant de commencer? Ou... C'est bon? On va essayer de gagner quelques minutes. Donc, j'aurais pas réussi à faire mon 10 minutes d'introduction, c'est quand même pas mal. Donc, sans plus tarder, en fait, j'inviterai la première équipe à venir se préparer devant pour la présentation. On en profite aussi, effectivement, pour dire que toutes les présentations sont web diffusées et donc il va y avoir des commentaires qui vont intervenir tout au long. Et j'invite aussi les personnes qui sont sur le web à mettre les commentaires. On va essayer d'en reprendre justement quelques-uns et les ramener durant la période de questions.
OK. C'est beau. Bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Comme vous vous en doutez, au Québec, on est super chanceux d'avoir accès à 3% des réserves mondiales d'eau douce. En tant que futurs aménagistes, nous, on s'intéresse à comprendre comment l'aménagement vient coordonner le tout, puisque l'utilisation du territoire, comme on le fait actuellement, crée des pressions sur la ressource eau. Plus précisément, mon équipe composée de Amélie Grenier, moi-même Mélanie Petitgrou, ainsi que Alissa Deschênes et Jean-Max Rico qui sont dans la salle, on s'est intéressé à comprendre la protection des sources d'eau potable chez les petites municipalités rurales. Notre présentation sera un résumé d'un rapport qui sera publié sous peu. Puis, nous débuterons avec un bref historique de l'eau pour vous mettre en contexte, suivi de notre étude de cas, et ensuite, nous parlerons de nos 5 objectifs duquel découleront notre méthodologie et nos résultats qui y sont associés. Donc, pour vous mettre en contexte, c'est en 2000 que le Bureau d'audience publique sur l'environnement publie un rapport énonçant des recommandations à l'État que celui-ci devrait se doter d'instruments juridiques et institutionnels essentiels à la gestion de l'eau au Québec. Ces recommandations vont mener à la politique nationale de l'eau qui, elle, va vraiment mettre les premières assises législatives telles qu'on la connaît mieux aujourd'hui. La politique nationale de l'eau favorise une gestion intégrée des ressources en eau par bassin versant. Puis, présentement, au Québec, il y a 40 bassins versants qui sont pris en charge par des organismes de bassins versants qui, eux, veillent à une gestion intégrée de la ressource, autant pour les humains que pour les écosystèmes. Alors, qu'est-ce que c'est un bassin versant? En fait, comme on peut le voir ici, c'est un territoire drainant un cours d'eau principal et ses tributaires, et dont chaque goutte d'eau s'écoule vers le même exutoire. Les bassins versants sont délimités par des limites qui sont topographiques, donc naturelles, qui sont indépendantes des limites administratives avec lesquelles nous sommes plus familiers. Alors, comment gérer de manière intégrée une ressource vitale qui n'a pas de frontières administratives? C'est là qu'en 2009, l'Assemblée nationale confirme le statut juridique de l'eau avec la loi affirmant le caractère collectif de cette ressource et visant à renforcer sa protection. C'est vraiment là que l'État devient le gardien de la ressource eau au nom des citoyens. En fait, à ce moment-là, l'État va vraiment protéger la ressource pour les citoyens. En fait, pour y arriver, il va utiliser une approche à barrières multiples, allant de la source au robinet. C'est vrai que pour l'instant, au Québec, il y a eu beaucoup d'emphase qui a été mise sur les 2 dernières barrières, qui sont le traitement des eaux et la distribution de l'eau. Mais pour boucler le cycle intégral de la gestion multibarrière, c'est vraiment important et essentiel aussi de se concentrer sur la protection à la source. Dernièrement, il y a un nouveau règlement qui s'appelle le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, qui est venu encadrer davantage les municipalités. En fait, il demande aux exploitants en fait, dans le cas de notre essai laboratoire, nous, on s'intéressait davantage à la catégorie 1 de ce règlement-là, qui vient demander aux exploitants d'une prise d'eau potable qui dessert à plus de 500 personnes. Puis, en fait, ces exploitants, pour la majorité, sont des municipalités. Elles demandent à ce que les municipalités caractérisent leur territoire et aussi qu'elles établissent le niveau de vulnérabilité de leurs sources d'eau potable et publient un rapport en 2021. Alors, qu'est-ce que ça consiste pour elles? Comme je le disais, ça consiste à ce qu'elles caractérisent l'ensemble de leur territoire et, comme j'avais dit plus tôt, en fait, chaque goutte d'eau qui tombe sur le territoire est influencée par les activités anthropiques et pourrait terminer potentiellement dans une prise d'eau potable. Alors, qu'est-ce que ça implique comme défi pour les municipalités? En fait, pour l'instant, le territoire est déjà municipalisé, donc les limites administratives des municipalités ne correspondent pas aux limites hydriques. Puis, ça fait en sorte que les municipalités auront à travailler en concertation avec l'ensemble des acteurs interagissant dans la protection des sources d'eau potable. Puis aussi, le fait que les petites municipalités sont confrontées aux mêmes obligations réglementaires que les plus grandes municipalités, mais elles ont souvent de moins grandes capacités en termes de ressources humaines et en ressources financières. Alors, puisque ces enjeux sont encore très peu documentés, notre équipe, nous, on s'est intéressé à comprendre quelle était la dynamique territoriale entre les différents acteurs interagissant dans la protection des sources d'eau potable et aussi à comprendre quels étaient les besoins
prioritaire des petites municipalités rurales pour qu'elles remplissent leurs exigences réglementaires. Donc, voici donc ici, en fait, notre secteur d'intervention. Il s'agit du secteur Est de la région du centre du Québec. Plus précisément, en fait, on a le bassin versant de la rivière Bécancour qui est notre région d'études. Pourquoi travailler, en fait, à l'échelle du bassin versant? C'est comme Mélanie nous l'a identifié, c'est qu'il s'agit, en fait, d'un défi puisque les limites de l'eau ne correspondent pas, bien sûr, aux frontières administratives telles qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, de façon plus précise, le bassin versant de la rivière Bécancour touche à 2 régions administratives, soit le centre du Québec et de Chaudière-Appalaches. Il recouvre en partie ou en totalité 43 municipalités, dont une réserve autochtone. Donc, ici, on va vous présenter chacun des objectifs que constitue notre projet. Donc, l'objectif général consistait à évaluer le besoin des municipalités rurales de petite taille en matière de protection des sources d'eau potable. Pour ce qui est du premier objectif, on devait en fait dresser le portrait de la gestion de l'eau potable, en particulier pour les municipalités qu'on allait sélectionner. On devait ensuite proposer des indicateurs qui allaient permettre d'évaluer la performance des petites municipalités pour enfin comprendre la dynamique territoriale entre les différents acteurs qui interviennent dans cette protection et appliquer ces indicateurs de performance, bien sûr, à chacune des municipalités à l'étude afin d'identifier leur avancement en besoin et en matière de protection des sources d'eau potable, ce qui allait nous emmener à proposer des recommandations qui sont adaptées à la capacité de celles-ci afin de favoriser la protection des sources d'eau potable. Donc, comme l'objectif 1 consistait à dresser le portrait de la ressource en eau, il fallait donc identifier ces municipalités à l'étude. Donc, pour ce faire, on s'est donné 3 critères d'intervention, soit la première étant que la municipalité devait être comprise en partie ou en totalité dans le bassin versant, qu'elle devait desservir plus de 500 personnes via une prise d'eau municipale et qu'elle devait compter moins de 5 000 habitants pour être considérée de petite taille. Donc, suite à l'application de ces 3 critères, c'est donc 10 municipalités qui ont été sélectionnées. Donc, une fois les municipalités sélectionnées, on a depuis dressé le portrait de celles-ci. Donc, le portrait a été dressé grâce, bien sûr, à des analyses documentaires, mais aussi à des enquêtes semi-dirigées. Donc, suite à la compilation des résultats, on a pu constater, en fait, que 9 municipalités sur 10 sur notre territoire d'études étaient desservies via un approvisionnement en eau souterraine et que la majorité d'entre elles avaient une proportion en terre forestière supérieure à d'autres usages. Donc, une fois qu'on avait l'ensemble des informations de notre territoire, on était donc maintenant en mesure de proposer des indicateurs qui allaient permettre d'évaluer la performance de ces municipalités. Donc, pour ce faire, c'est 5 catégories d'indicateurs qui ont été employées afin de catégoriser ceux-ci. Donc, la première catégorie est ressources humaines. On retrouve réglementaire, politique et gouvernance économique, ainsi que protection environnementale et civile. Donc, il est important de mentionner ici que les indicateurs en ce qui a trait à la protection des sources d'eau potable, c'est très peu, voire peu documenté dans la littérature à ce jour. Donc, pour développer ces indicateurs, on s'est donc fié à la littérature, mais aussi à beaucoup de documents gouvernementaux ainsi que bon nombre d'ateliers de réflexion afin de soumettre 15 indicateurs de performance pour qualifier la protection des sources. Donc, l'ensemble des indicateurs a été proposé en suivant 2 critères, soit que chacun d'eux devait être vérifiable, mais bien sûr aussi pertinent à la recherche. En ce qui concerne notre objectif 3, on cherchait à comprendre la dynamique territoriale entre les différents acteurs interagissant dans la protection des sources. Suite à leur identification, nous avons réalisé des entretiens avec 16 de ces acteurs qu'on illustre ici, puis ceux-ci provenaient du milieu municipal, du milieu gouvernemental et aussi d'organismes à but non lucratif. On s'est entretenu avec eux avec des entrevues semi-dirigées, des appels téléphoniques ainsi que des envois de questionnaires. Tous ces entretiens ont permis d'arriver à certaines tendances quant à la dynamique territoriale. Donc, entre autres, ici, on peut voir un tableau qui fait la synthèse de la force des liens entre les différents acteurs qu'on a rencontrés. En fait, la force des liens était déterminée selon certains critères qui étaient, par exemple, la fréquence des échanges, le niveau de collaboration et s'il y avait des partenariats. L'échelle va de très faible pour un lien très faible allant jusqu'à 4, un lien qui est très fort. Pour illustrer, ici, on peut voir, par exemple, que la direction régionale a un lien très faible avec la municipalité et ça va dans les 2 sens.
En fait, la raison qui pourrait s'expliquer, c'est l'écart entre les deux instances. Pour améliorer la situation, nous proposerons certaines recommandations qui vont être parlées plus tard dans l'objectif 5. Donc, une fois qu'on avait élaboré, en fait, les fameux indicateurs en objectif 2, il était maintenant possible de les appliquer à chacune de nos municipalités. Donc, pour ce faire, en fait, un questionnaire a été développé et adressé à chacun des responsables de nos municipalités à l'étude. Donc, suite à la diffusion et à la rencontre de chacun des intervenants, on a donc pu, en fait, créer une échelle allant de 1 à 4 pour quantifier, en fait, ces indicateurs. Cette échelle-là nous a donc permis de positionner les municipalités sur un même pied d'égalité. Donc, l'ensemble des informations a été colligé dans un tableur Excel, puis bien sûr, elle est d'ordre qualitatif. Donc, voici ici en fait un exemple tiré de la performance de ces municipalités en ce qui a trait à la catégorie politique et gouvernance. Donc, on voit ici en fait qu'il y a 5 indicateurs qui ont été employés afin de catégoriser cette même catégorie. Et puis, en fait, il s'agit en fait plus précisément des activités de collaboration puis de coopération que la municipalité peut avoir avec les différents intervenants que Mélanie nous a identifiés tantôt à l'aide de l'arbre. Donc, ici, il est important de noter que chacune des municipalités sont, oui, comparées une à une, mais bien sûr, tous reliés à chacun des indicateurs présentés. Donc, de façon plus, à vous illustrer davantage, on pourrait prendre en fait l'indicateur 2. Donc, l'indicateur 2, en fait, sert à évaluer la performance des activités de collaboration et de coopération entre la municipalité et la MRC qu'elle est attachée. Donc, on voit ici que la municipalité 1 et la municipalité 2 se distinguent par rapport aux autres. Suite à l'ensemble des informations qu'on a pu colliger, en fait, on a pu constater que la municipalité 1 et 2 avaient été fortement aidées via la MRC grâce à des regroupements intermunicipaux. C'est ce qui les a en fait distingués des autres municipalités à l'étude. Donc, une fois que toutes nos informations ont été colligées, qu'on a bien pu constater en fait la tendance, il était maintenant possible pour nous d'aller émettre des recommandations pour chacune des municipalités pour leur contexte. Donc, ici, en fait, les recommandations sont émises sous 2 niveaux. Soit des recommandations s'adressant à la dynamique territoriale, et puis des recommandations qui allaient traiter pour la performance des municipalités. Fait important ici à noter, pour la performance des municipalités, il y a une analyse qualitative coût-bénéfice qui a été développée à chacun de ces recommandations. Donc, on définit l'analyse qualitative coût et bénéfice comme étant en fait un coût en termes de temps, en termes d'effort, en termes de mise en place, mais aussi en termes de coût que peut représenter une mise en place de cette recommandation. Pour ce qui est du bénéfice, en fait, il s'agit du gain potentiel qu'une municipalité va pouvoir tirer suite en fait à la position de cette recommandation. Donc ici, il s'agit d'un tableau non exhaustif des recommandations qu'on propose en fait qui sont liées à chacun de nos catégories d'indicateurs. Mais pour aujourd'hui, en fait, on a décidé de considérer la dernière catégorie, soit protection environnementale et civile. Donc, la première recommandation, en fait, qu'on émet est, en fait, de sensibiliser la population en installant des panneaux d'affichage qui allaient indiquer la présence d'une source d'eau. Donc, afin de vous illustrer l'analyse qualitative coût-bénéfice qui a été développée, on a, en fait, créé un tableur. Pour cette recommandation, en fait, le coût d'action est très faible, soit de 4, et le bénéfice d'action est modéré, soit de 3. Dotant donc cette évaluation coût-bénéfice à 7 sur 8. Afin qu'elles obtiennent un niveau maximal sur l'analyse qualitative coût-bénéfice, il faut donc que la recommandation ait obtenu un coût d'action très faible, mais aussi un bénéfice d'action très élevé. Donc, il s'agit en fait de faire la somme entre ces deux propos pour avoir son statut. On pourrait en fait aussi prendre, la prochaine recommandation qui vise en fait à mettre en place un plan d'urgence pour chacune des prises d'eau municipales. Donc, ce plan d'urgence a un coût d'action qui est modéré, soit de 2, puisqu'en fait, il va y avoir un déploiement important en termes de ressources financières, mais humaines aussi, qui devra être mis en place afin d'élaborer ce plan d'urgence. Et puis aussi, un bénéfice d'action qui est modéré, soit de 3, puisque une fois que le plan d'urgence va être mis en place au sein de la municipalité, il va s'agir en fait d'une valeur ajoutée en termes non seulement d'organisation, mais de structure en cas d'urgence pour celle-ci. Ce qui lui donne donc une position qualitative coût-bénéfice s'échelonnant à 5 sur un total de 8.
Maintenant, ici, en fait, on vous propose 2 recommandations pour ce qui est de la dynamique territoriale. Celles-ci, en fait, ont été élaborées suite aux différentes lacunes qu'on a pu observer entre la force des liens que Mélanie vous a en fait présenté tout à l'heure. Donc, la première recommandation est de consolider le lien entre le milieu municipal et le milieu gouvernemental en faisant appel au MRC ainsi qu'aux organismes de bassin versant. La deuxième consiste à renforcer le lien de proximité entre la direction régionale et le milieu municipal. Donc, au final, en fait, l'ensemble des recommandations qu'on émet dans le rapport vise en fait à propulser l'autonomie des municipalités en ce qui a trait à la protection des sources d'eau potable sur leur territoire. De façon en fait plus spécifique, ce sont en fait les municipalités qui seront les plus dynamiques, qui vont avoir la place de choix afin de recourir à l'appui des différents acteurs de l'eau en moment opportun. Merci. Merci. Ouais, il faut aller au micro. Bien, en fait, je me demandais juste si, tu sais, quand on parle de mise sur pied d'un plan d'urgence, est-ce que les municipalités de moins de 5000 habitants ont les sous, ont les moyens, les ressources humaines et financières pour mettre sur pied un plan d'urgence comme ça? Puis quel intérêt ils vont avoir à faire ça? Est-ce qu'il faut aller vers eux pour qu'ils mettent en place ou il faut noter un problème pour qu'ils aient envie d'agir? Fait que c'est ça mes questions. Bien, en fait, c'est sûr que nous, c'est une recommandation qu'on émet. Mais oui, une municipalité devrait se doter d'un plan d'action afin qu'elle puisse intervenir en cas d'urgence si sa prise d'eau est contaminée, par exemple. Faudrait qu'elle trouve une alternative rapidement afin d'assurer une eau potable de qualité à sa population. Puis, oui. Si je peux ajouter quelque chose avant. Ben, je me demandais juste aussi, tu sais, il y a 9 sur 10 municipalités qui sont des sources d'eau souterraine. Oui. Et je me demandais, c'est pas plus facile de protéger une source souterraine? Je connais pas ça, fait que je vous posais la question, c'est quoi la différence entre eau surface et eau souterraine? En fait, pour les eaux souterraines bénéficient déjà d'une certaine protection naturelle. Et les eaux de surface, ce sont ces eaux-là qui peuvent être plus impactées face à des polluants. Donc, la différence, c'est que pour les eaux souterraines, les municipalités auront à dépenser moins pour traiter les eaux, comparativement aux eaux de surface. Donc, selon les recommandations, nous les ferons par ordre d'importance, suivant l'analyse coût-bénéfice. Donc, puisque ce sont des recommandations, nous les ferons et les municipalités auront à faire choix de ces recommandations à mettre en application suivant leurs moyens économiques et plus précisément leur contexte. Puis si je peux ajouter, parfois c'est juste de répertorier une seconde prise d'eau potable. Ça peut prendre peu de moyens. Parfois, ça peut être d'une municipalité voisine qui ont déjà une prise d'eau potable. Juste prendre un contact avec elle puis établir un plan fixe. Ça peut prendre, à peu de frais avec un plan, beaucoup de bénéfices. Oui, excusez, oui, c'est les compagnies de en fait, on demande, par exemple, sur les indicateurs que vous avez retenus, est-ce que ces indicateurs-là ont été validés avec les besoins des acteurs ou est-ce que c'est des indicateurs que vous avez déterminés? Oui, malheureusement, ces indicateurs n'ont pas été validés directement avec les différents acteurs concernés dans ce projet, mais comme vient de dire mes collègues, ces indicateurs ont été développés à partir de recherches de littérature et puis des documents gouvernementaux et puis des ateliers de réflexion que l'équipe a effectués.
Exactement. Si nous avions plus de temps, c'était notre objectif d'aller valider ces indicateurs avec les différents acteurs sur le terrain. Mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps pour faire ça.